Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public qui prend la forme d'une émission thématique pour laquelle nous recevons Pierre Gatineau. Pierre Gatineau, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, c'est Marc-Olivier Padis qui est directeur des études de la Fondation Terra Nova et Lucille Schmitt qui est présidente de la Fabrique écologique. Pierre Gatineau, vous êtes journaliste, vous êtes grand reporter à Intelligence Online et vous êtes le co-auteur avec Antoine Isambard de Les espions du président, paru en 2025, signalé en son temps par Marc-Olivier Padis, ici présent, et dans lequel vous analysez les évolutions récentes du renseignement français. Je précise que les références de cet ouvrage seront sur notre site et seront dans le compendium de notre conversation qui suivra, qui sera publié 48 heures après la mise en ligne. Comparé à ses prédécesseurs tels que François Mitterrand, Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron apparaît comme le président qui aimait les espions. Dès son arrivée au pouvoir en 2017, il engage une transformation profonde des services de renseignement, augmentation du budget de 2,4 à 3,1 milliards d'euros, 13% de hausse des effectifs, dont 20% à la DGSI, Direction Générale de la Surveillance Intérieure, Sécurité intérieure. la sécurité intérieure, et renforcement de la coordination au cours de la CNRLT. Et donc le coordonnateur national au renseignement et à la lutte contre le terrorisme. Donc le Conseil de défense qui est devenu un véritable centre de pilotage stratégique à l'Élysée. Cette montée en puissance s'accompagne toutefois d'une forte personnalisation du système, illustrée par le recours à des profils soigneusement sélectionnés, comme celui de Paul Solaire, issu de la haute administration et intervenant directement au nom du président sur le terrain, au détriment des canaux diplomatiques traditionnels. Le paradoxe que vous signalez est frappant. Emmanuel Macron apparaît à la fois comme le président de la Ve République le plus investi dans le renseignement et comme celui dont le système a éprouvé des difficultés à prévoir certains chocs géopolitiques. L'invasion de l'Ukraine en février 2022, qui révèle un déficit d'anticipation et qui conduit à un durcissement vis-à-vis de la Russie. En Afrique, le manque de prévision et la gestion insuffisante des coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger, qui traduisent un recul de l'influence française. Enfin, sur le plan intérieur, l'élargissement des missions de la DGSI avec près de 4000 mesures d'interception liées notamment aux Gilets jaunes et à certaines mobilisations écologistes, parfois qualifiées d'écoterrorisme, interroge sur l'équilibre entre sécurité et liberté publique. Au-delà de ces différents théâtres, vous montrez que le renseignement se trouve désormais au cœur des recompositions géopolitiques. La menace iranienne, classée au niveau P1, c'est le plus haut niveau. Oui. Ce serait plus simple de dire le plus haut niveau que d'utiliser. Et qui combine le terrorisme, la cyberattaque et la pression diplomatique. Les guerres en Ukraine transforment durablement les méthodes désormais plus ouvertes, technologiques et intégrées aux stratégies d'influence. Dans le même temps, la France demeure confrontée à une dépendance structurelle aux capacités américaines, les enablers, en dépit de son ambition d'autonomie stratégique, tandis que l'Europe, notamment l'Allemagne, cherche à renforcer ses propres dispositifs. Donc dans votre ouvrage, vous dressez le portrait d'un renseignement français qui est à la fois renforcé, centralisé et politisé, mais également confronté à des défis majeurs d'anticipation, de coordination et d'adaptation dans un environnement international de plus en plus instable. Autour de ces questions, Marc-Olivier Padis. Oui, je pense que ce qu'il faut dire dans une première approche pour nos auditrices et auditeurs, c'est que le monde du renseignement a beaucoup évolué depuis la fin de la guerre froide. Ce qui a fixé un peu dans les imaginaires collectifs l'image du renseignement, c'est les romans de John le Carré, c'est l'ambiance de guerre froide, les taupes, les transfuges, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on a complètement changé d'époque et que le renseignement a beaucoup évolué. À la fois, il est beaucoup plus technologique. Il y a des progrès dans, par exemple, l'imagerie satellite, qui est d'une résolution, d'une précision tout à fait étonnante. Et puis, le renseignement a évolué aussi dans une direction hybride, parce que maintenant, c'est
le renseignement économique, la désinformation, l'influence et des opérations de guerre hybride qui sont développées par des puissances qui nous sont apparues hostiles, la Russie en premier lieu, mais aussi des pays dont on ne se doutait pas, on découvre ça dans votre livre, qui avaient une intention particulière de faire de la désinformation chez nous, comme l'Azerbaïdjan, qui était responsable de l'amplification de cette rumeur autour des punaises de lit à Paris juste avant les Jeux Olympiques. Et donc, les gens du renseignement eux-mêmes étaient surpris de voir mais pourquoi l'Azerbaïdjan, tout d'un coup, mène ce type d'opération. Donc, peut-être la première question que je voudrais vous poser, Pierre Gatineau, c'est voilà, comment caractériser ce nouveau monde du renseignement plus technologique? Est-ce qu'on peut dire qu'il est plus politisé, plus hybride? Est-ce que c'est ça la bonne description? Vaste question pour Oui. commencer. Alors clairement, ce que je trouve déjà intéressant, c'est qu'effectivement, il est plus. C'est pas qu'il est plus politisé, mais c'est que c'est devenu un objet politique. Les chocs du monde, la météo géopolitique mondiale en refont quelque chose à la fois de sexy et dont les gouvernants, quels qu'ils soient, doivent se ressaisir. Là où pendant longtemps, dans la période des dividendes de la paix, globalement, il vivotait un peu dans son coin. Puis est venue les vagues de terrorisme et autres qui ont fait percevoir aux gouvernants le fait qu'il y avait une matière dans le renseignement, mais qui n'est qu'une petite matière du renseignement, qui est la lutte contre le terrorisme, qui était soit payante, soit au contraire un problème politique, donc à traiter, mais dont tous les autres aspects étaient un peu laissés en jachère. Le retour des menaces géopolitiques d'ampleur fait qu'effectivement, on se rend compte que des pans entiers ont été laissés un peu à vivre dans leur coin, voire sous-investis grandement. Et donc là, ce dont on assiste depuis 4 ans, c'est clairement le retour de la politique de renseignement, en fait, mais de renseignement stratégique. Ensuite, l'une des choses qui caractérisent un peu toutes les panoplies de renseignement, toutes les panoplies de menaces et d'outils de renseignement dont on peut avoir à disposition, c'est le côté asymétrique. On le voit très bien aujourd'hui, je trouve, dans la guerre en Iran, c'est que des acteurs modestes peuvent aujourd'hui infliger des dégâts sans commune mesure avec les moyens qu'ils vont mettre en œuvre dans ce qu'on appelait les grandes puissances. Donc vous mentionniez l'Azerbaïdjan, mais je trouve les drones iraniens coûtent une fraction du coût de tous les systèmes antimissiles qui sont en face. Mener une campagne de désinformation par intelligence artificielle coûte mais le centième de ce que ça va coûter à un État en face pour enrayer la menace, pour communiquer autour, embaucher des communicants au Quai d'Orsay pour déminer toutes les fake news. Donc vous avez un monde qui à la fois est profondément asymétrique, avec justement des grandes puissances qui s'étant reposées quand même depuis 30 ans sur le fait que la principale menace à traiter pour les services était l'antiterrorisme, fait qu'aujourd'hui, il y a un rattrapage un peu à 200 à l'heure qui se fait sur effectivement la menace, on va dire les menaces géostratégiques qui vont combiner pour le coup, pour les traiter elles, qui vont demander des moyens ultra conséquents. Vous mentionnez le renseignement, ce qu'on appelle le renseignement géospatial, donc le renseignement depuis l'espace, que ce soit par des satellites d'observation, par des drones d'observation, des avions, demande des investissements conséquents. Le traitement de ces données-là, on le voit aussi avec les États-Unis dans la guerre en Iran, le traitement de ces données-là par IA va coûter aussi énormément d'argent. Et c'est la même chose dans les interceptions, dans les écoutes, puis dans les moyens humains à déployer, que ce soit effectivement, on peut imaginer au Kremlin, en Iran, au Moyen-Orient, plus largement, ou en Afrique. Donc vous avez aujourd'hui des besoins de réinvestissement colossaux face à des acteurs qui, pour enrayer vos projets, pour eux, ça va leur coûter une fraction de ce que ça doit vous coûter, vous, pour intervenir. Lucille Schmitt. Oui, moi je trouve que ce qui est assez passionnant dans la période actuelle, c'est aussi que l'espionnage est complètement glamour. C'est-à-dire que depuis la série du Bureau des légendes, et d'ailleurs votre livre d'une certaine manière résonne avec le Bureau des légendes parce que il est plein d'anecdotes, il est très concret, il se lit très bien et on a le sentiment qu'on aimerait être espion.
Ce qui n'est pas forcément une chose qu'effectivement on aurait pensé il y a quelques années. Vous allez dire, c'est pas forcément trop tard. Non, pourquoi pas, effectivement. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion, il y a 2-3 ans, d'être membre du jury pour recruter les jeunes de la DGSE. Et j'avais été très frappée à l'époque, j'étais la personnalité extérieure de ce jury, j'avais été très frappée à l'époque de voir des jeunes extrêmement talentueux, fascinés par le fait de servir la France. Et je m'étais dit, là, il y a quelque chose qui travaille la société française, en tout cas ces jeunes-là, qu'on n'aurait pas imaginé il y a quelques années. Donc ça, c'est un point sur lequel on pourrait revenir. C'est-à-dire qu'au fond, il y a eu les films de James Bond, il y a eu Jean Le Carré, comme dit Marc Olivier, mais il y a aussi maintenant, dans le fait d'être bon en espionnage ou d'imaginer que la France a un bon service d'espionnage, il y a un élément de puissance, il y a un élément de rayonnement, et il y a quelque chose qui va contre le récit décliniste. Donc ça me semble intéressant d'en dire un mot. Et puis, peut-être la deuxième chose que je trouve intéressante aussi dans le livre, c'est par exemple tout ce que vous racontez sur l'Afrique et le fait que la direction du renseignement militaire, la DGSE, en fait, on n'a pas vu venir tous ces pushs, même si l'ambiance anti-française existait quand même de longue date, mais on n'a pas vu venir les conséquences concrètes d'une ambiance anti-française. Et faut quand même le dire, la Russie a toujours été une puissance qui était importante sur le continent africain. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que peut-être notre connaissance nous permet ensuite de mieux analyser la milice Wagner et par ricochet, de reprendre pied sur ce qui se passe par rapport à la Russie et au rapport de force en Russie. Donc, il peut y avoir aussi, dans l'exercice du professionnalisme d'espion, sur un continent, on s'aperçoit de ce qui va se passer sur un autre continent, par rapport notamment à cette espèce à cette question de la guerre en Ukraine. Voilà. Donc, j'aimerais bien vous entendre sur le côté glamour et puis comment on peut aussi, par ricochet, au fond, découvrir des choses et en faire une analyse stratégique qui sera utile. Pierre Gatineau. Sur la première partie, c'est tout à fait vrai, mais pour moi, je l'ai vécu. La bascule, c'est 2015. C'est moins le Bureau des légendes que 2000. Le Bureau des légendes arrive au même moment, donc c'est ce qu'on voit, donc on pense spontanément que c'est ça. Mais les attentats de 2015, c'est fascinant. Moi, quand je rentre à Intelligence Online, et puis quand je deviens rédacteur en chef, c'est avant les attentats. Moi, même les journalistes de ma génération me disent: qu'est-ce que tu vas foutre dans ce monde d'espions? C'est des gens, vous savez, avec les vieilles vestes en tweed, des pipes qui sont dans des archives à trouver les espions russes. Enfin, c'est pas du tout un truc, même dans mes générations. Survient les attentats et c'est des centaines de CV qui sont envoyés dans tous les services de renseignement. Vous avez toute une matière. Effectivement, c'est le zeitgeist, quoi. C'est-à-dire que dans cette génération, la mienne, les trentenaires aujourd'hui, vous avez vraiment une bascule. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose même de progressif. 2015, c'est vraiment quelque chose qui bascule. Moi, ça me fait toujours rire de le dire, mais autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui mettent en second prénom Marianne, enfin, ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a vraiment eu un retour de la menace, un truc qui a été touché et qui effectivement va au niveau des services va être cette espèce de rush de volonté de recruter et qui match avec le fait que, ayant été percutés, les vannes budgétaires s'ouvrent, donc de toute façon ils peuvent recruter. Donc ça va inonder à la fois les services, puis petit à petit, je trouve aussi le reste de l'administration. Ce que j'avais raconté dans une émission il y a longtemps que j'avais faite sur France Culture, c'est que faut voir aussi d'où vient la DGSE et d'où vient la DGSI dans l'administration. C'est très intéressant. C'était des services très mal vus, et par les militaires, et par les policiers, et alors encore plus par les énarques, si vous voulez, par la haute fonction publique. C'était vraiment les rebuts de l'administration. Ils étaient au fond du 20e à la DGSE. Moins ils venaient dans les cabinets de ministres, mieux tout le monde se portait. Et 2015 marque aussi l'entrée de ces gens-là, où en fait on se rend compte qu'on peut en avoir besoin. Ce qu'on raconte dans le livre... je trouve qui est de l'ordre de la tendance un peu sourde, mais sous Emmanuel Macron, des gens maintenant en cabinet ministériel, en direction, qui sont passés dans leur carrière à la DGSE, il y en a énormément. Ce qui n'était jamais arrivé depuis 30 ans. C'est-à-dire que vous faisiez une carrière à la DGSE, vous pouviez avoir des passerelles un peu diplomatiques ou militaires très rares. Aujourd'hui, vous avez plein d'ambassadeurs maintenant, surtout après 10 ans, donc on voit très bien cette évolution-là. Vous avez beaucoup d'ambassadeurs qui sont passés par la DGSE, vous avez des généraux qui sont passés par la DGSE, et des gens en cabinet au profil maintenant même politique qui sont en fonction. Et ça, je trouve que, par exemple, au ministère de la Défense, le fait que le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu était l'ancien directeur technique de la DGSE,
c'était impensable, si vous voulez, il y a 10 ans. Et que cette personne-là, qui est donc directeur technique, c'est-à-dire qu'il est frontalement sur toutes les plus grosses innovations de renseignement, que ce soit dans l'IA, dans le quantique, dans la cryptologie, devienne le principal conseiller du ministre, change aussi énormément de choses dans l'appréhension des menaces qui pèsent sur la France. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas tant le bureau des légendes que vraiment un mouvement de fond qu'on voit, qui s'est encore plus accéléré en 2022 avec la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine ayant ce mérite d'être blanc et noir. C'est-à-dire qu'on a agressé un agresseur, tout le monde s'y est retrouvé. Là où ça devient plus complexe sur les jeux moyen-orientaux, mais sur la guerre en Ukraine, ça a été aussi hyper prégnant. Et je trouve, vous le voyez maintenant, effectivement, dans c'était d'un truc de barbouze, vous êtes passé au premier défenseur de la démocratie. Donc, si vous voulez, l'Ukraine a permis ça aussi, de rappeler que les espions se battent pour leur pays, mais aussi pour des valeurs. Sur le deuxième point, je ne peux que plus soyer tout à fait. C'est-à-dire que les services de renseignement français parlent n'étant que les exécutants d'une politique, dans le fond. Emmanuel Macron voulait se rapprocher avec la Russie, donc on a un peu désarmé, notamment, je me souviens, dans les services dédiés à la cybersécurité ou à la cyberoffensive, il fallait pas être trop vocaux contre la Russie. En diplomatie, il fallait montrer patte blanche, il fallait vouloir des coopérations, il fallait vraiment s'ouvrir avant la guerre. Et donc, ce qui fait que quand la guerre a éclaté, il y avait non seulement elle était difficilement prévisible parce qu'on avait très peu d'efforts faits sur la compréhension des systèmes de pouvoir russes, on va dire. Et après coup, il a fallu revenir. Alors, le monde du renseignement est un monde lent. C'est-à-dire que pour pénétrer des cercles de pouvoir aussi fermés que des systèmes russes, ça prend du temps, il faut bien comprendre les choses. Et c'est qu'effectivement là où comment on pourrait dire, des zones tiers peuvent en réalité servir d'accélérateur à particules de comment on peut revenir à la puissance première. Ça marche très bien avec la Russie sur l'Afrique, c'est clair. C'est-à-dire que c'est par Wagner en Afrique qu'on connaissait en réalité les Français depuis 2018, depuis leur arrivée en Centrafrique, où les Français s'étant retirés de l'opération militaire Sangaris, c'est les Russes qui ont pris le relais, sauf qu'en fait la Centrafrique étant un vieux terroir de coopération franco-africaine, on va dire. Vous avez beaucoup de capteurs humains, vous avez beaucoup de gens, et c'est par là que vous avez pu faire la remontada jusqu'à la tête de Wagner, ça c'est clair. Mais ça marche pour à peu près tous les pays, si vous voulez. Vous n'allez pas essayer de faire de l'espionnage contre Pékin directement en envoyant Jean-Claude à Pékin essayer de pervertir des gens du PCC. Donc c'est toujours via des lieux tiers et via des théâtres d'opérations secondaires que vous arrivez souvent à remonter jusqu'à la tête. Marc-Olivier Padis. Oui, comme vous parliez disons, deux bornes chronologiques importantes, 2015, bascule, 2022, invasion de l'Ukraine par la Russie, ou tentative, et comme on dit maintenant, invasion complète, puisqu'il y avait déjà la Crimée et le Donbass. Bref, 2022, c'est aussi une rupture. Il y a deux choses qui se passent à ce moment-là. C'est d'une part, les États-Unis retrouvent un peu de crédit, puisqu'ils avaient beaucoup perdu dans le monde du renseignement à cause de l'intoxication sur l'Irak. Et là, ils avaient exactement les bonnes informations et ils ont décidé de les partager. Mais dans l'ensemble, on ne les a pas vraiment crus. D'abord parce que ça, c'est un problème du renseignement vis-à-vis du politique. C'est qu'on sait, les politiques se demandent toujours c'est de l'intoxication ou pas. Donc, il y a une espèce de résistance. Et puis, les États-Unis avaient beaucoup de terrain à regagner en matière de crédibilité. Mais là, ils avaient montré, ils avaient exactement toutes les informations, la date exacte du déclenchement des opérations, etc. Donc 2022, c'est aussi, me semble-t-il, une autre évolution. C'est que les Français décident de répliquer, cette fois-ci, aux campagnes de désinformation. Et on commence, c'est à partir de 2022 qu'on désigne plus explicitement des manœuvres hostiles de la part de la Russie sous la forme de campagnes de désinformation, et où la France se lance aussi elle-même
dans des campagnes d'influence pour répondre. Et maintenant, c'est devenu en fait tout à fait installé, puisqu'on voit sur les réseaux sociaux même le Quai d'Orsay qui réplique avec un ton qui convient aux réseaux sociaux, souvent assez humoristique, en anglais, à des messages de désinformation ou hostiles à la France. Donc, est-ce que, oui, vous pouvez dire un peu plus sur 2022? Est-ce que c'est ça les deux plus grandes évolutions à ce moment-là? En politique du renseignement, oui, ça fait partie des grandes évolutions. Vous avez effectivement alors ce que les Américains appellent la déclassification stratégique de renseignement, qui justement change par rapport à 2003. J'ai eu l'occasion d'en parler, mais c'est-à-dire 2003, en fait, Colin Powell vient à l'ONU, c'est l'analyse du renseignement américain, il y a des images et autres, mais ils disent, en gros, vous nous croyez ou pas. Ce qui est intéressant dans les déclassifications de 2022, c'est que le monde a changé entre-temps. Il y a énormément de ce qu'on appelle de renseignements en source ouverte qui est produit par des journalistes, par des ONG, à l'aide d'outils justement les images satellites qui étaient avant, quand vous aviez une image satellite, vous étiez déjà une grande puissance. Aujourd'hui, il y a des images satellites sur Google Earth, c'était aussi des changements profondément technologiques qui ont amené des changements aussi de politique, c'est-à-dire que du coup, les États-Unis, pour être crus, ont dû aussi déclassifier beaucoup de choses pour montrer et pour que ces communautés-là de journalistique, d'ONG et autres puissent se saisir des matériaux bruts et avec leurs propres sources, avec leurs propres compétences, puissent aboutir à la même conclusion. Ce qui a été, je trouve, très intéressant. C'est-à-dire que finalement, ça a amélioré énormément cette stratégie-là, paradoxalement, sans que je pense que ça a été le but au départ, mais a énormément amélioré la résilience informationnelle des opinions, notamment européennes. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas une parole venue d'en haut d'un chef de service de renseignement qui dirait c'est comme ça et pas autrement. Ça a été au contraire, voilà, on vous donne toutes les données qu'on a en interception, on fait fuiter, les images satellites, on les déclassifie et autres, et regardez, qu'est-ce qui s'est passé à Boutcha? Ils vous disent pas juste, nous on sait qu'il y a eu un massacre à Boutcha, bonne journée. Ils vous disent, voilà tout ce qu'on a, et en fait c'est les journalistes, les ONG, les OSINTER comme on dit, donc qui font de l'open source intelligence, qui ont pu vérifier et qui ont dit, oui, effectivement, il y a eu un énorme massacre, on le voit sur les images, on le voit sur les vidéos de réseaux sociaux et autres. Donc ça a été vraiment une vraie révolution dans comment on amène du renseignement dans le monde politique, dans le monde diplomatique. Deuxième chose sur effectivement la lutte contre la désinformation venue d'États étrangers, parce que la désinformation est quand même aussi vieille que la démocratie. Je relisais les Philippiques ou autres, le Médire, enfin tout ça, on sait d'où ça vient, donc c'est pas nouveau le fait que des États étrangers aient envie d'influencer un débat politique dans un État tiers. Maintenant, effectivement, c'est la manière cachée dont c'est fait en ligne, avec des caisses de résonance numérique qui sont nouvelles. Effectivement, ça, c'est une matière qui a longtemps été en gestation, qui est encore compliquée, je trouve, à appréhender, parce qu'elle n'est pas tant... Alors aujourd'hui, justement, il y a eu Viginum qui a été créé au niveau du secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale. Vous avez des comités de coordination interministériels qui essayent de comprendre d'où vient la menace et où chacun met au pot ce qu'il a pu voir sur les réseaux informatiques, en ligne, dans les réseaux sociaux, pour essayer de comprendre ce qui se passe, et avec, comme vous le disiez, des attributions, comme on faisait dans le domaine cyber. On disait, cette cyberattaque-là, on est sûr qu'elle vient de Russie, qu'elle vient de tel ou tel pays. Maintenant, on peut dire, cette attaque informationnelle-là, on est sûr qu'elle vient de tel ou tel pays. Et qui peut permettre des réponses. Pareil, en matière de résilience, effectivement, le Quai d'Orsay a lancé cette grande campagne, et qui est accompagnée aussi par des influenceurs. C'est-à-dire que maintenant, vous avez plein d'influenceurs proches du Quai d'Orsay ou autres qui vont accompagner la réponse française aux attaques informationnelles d'où qu'elles viennent. C'est là où je trouve qu'on va, dans la campagne présidentielle qui s'ouvre, ça va être un vrai sujet, avec jusqu'à quand on parle à des communautés, jusqu'à quand on fait juste embrayer, on entrave une campagne, jusqu'à quand on impose un récit officiel. Aujourd'hui, c'est pas clair. Dans la guerre en Iran, beaucoup de journalistes avaient dit le Charles de Gaulle, le porte-avions Charles de Gaulle va être dérouté ce soir pour la Méditerranée orientale. Les comptes du Quai d'Orsay, tout le monde a dit ce n'est qu'une fake news, tout ça est une vaste campagne contre la grandeur de la France. Le soir même, le président l'annonçait. Donc vous vous êtes retrouvé avec le Quai d'Orsay et tout ça contre. Donc vous dites, qu'est-ce que entre enrayer un récit et promouvoir un récit
officiel, il va y avoir le ministère de la vérité n'est jamais. Enfin voilà, c'est toujours un sujet très très sensible. Lucille Schmidt. Oui, ce qui est assez super dans le livre aussi, c'est de comprendre quelles sont les grandes puissances en matière de renseignement. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a évidemment la Russie, les États-Unis, d'abord les États-Unis d'ailleurs, puisque vous montrez très bien, comme le disait Philippe, notre dépendance à l'égard des États-Unis en matière de renseignement. Il y a la France, il y a le Royaume-Uni, et il y a la Chine. Et on voit bien que sur cette question de la hiérarchie des puissances en matière de renseignement, il y a au fond une espèce de compétition qui est permanente. Et il y a, vous parlez aussi de l'Allemagne, qui voudrait aussi rentrer maintenant dans le domaine du renseignement, qui voudrait, au fond, construire, comme elle veut construire une armée et une doctrine de défense, qui veut construire du renseignement. Il y a la question de la Turquie. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Et à partir de là, j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu, peut-être une grande question, mais avantages comparatifs de la France et comment est-ce qu'on doit collaborer aussi lorsqu'on est une puissance en matière de renseignement. On est certes, on ne doit pas tout dire aux Américains, mais ils nous ont beaucoup aidés, au fond, dans certains épisodes récents. Et comment ça se passe avec le Royaume-Uni ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Et aujourd'hui, à l'échelle européenne, au fond, comment est-ce que les choses se passent ? Je pense que ça serait intéressant d'avoir... C'est secret. Mais oui, on peut avoir des bribes. Pour nous dire des secrets, Pierre Catino, que vous êtes venu ici, vous ne partirez pas sans les avoir dit. Justement, je trouve, vous avez commencé en parlant de dépendance aux États-Unis. Je trouve ça très intéressant parce que c'est, dans le fond, c'est l'époque qui détermine les termes. Justement, il y a 10 ans, on parlait de collaboration avec les États-Unis pour les mêmes éléments des mêmes coopérations. Aujourd'hui, depuis l'élection de Trump et tout ce qu'on voit, on parle maintenant de dépendance américaine, ce qui était des très bonnes collaborations, des excellentes collaborations dont on était très fiers. On était très fiers à partir de 2017, fin 2016, parce que c'est encore l'administration Obama, on signe avec elle des accords secrets qui s'appellent SPINS pour qu'ils puissent nourrir notamment la direction du renseignement militaire, pour qu'ils puissent nourrir en données de renseignement très concrètes. C'est vraiment des tuyaux informatiques qui ont été branchés au ministère de la Défense pour nourrir de toutes les observations satellites, drones, interceptions en matière antiterroriste que les États-Unis avaient. Ce qui a été un boom pour le renseignement militaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on en est très fiers. On est très fiers de dire, maintenant, on a la moitié de nos informations qui viennent des États-Unis. On est presque que dans les Five Eyes, cette fameuse alliance qu'officiellement on déteste, mais qu'en réalité c'est 60 ans qu'on jalouse, et qu'en fait, en gros, on est vraiment presque dans l'épure de le meilleur que peuvent donner les Américains. Alors Five Eyes, il faut juste préciser. Oui, la grande alliance où, en fait, c'est pas une alliance, qui est vraiment une place de marché où les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie mettent en commun toutes leurs données techniques récoltées et dans laquelle chacun peut puiser comme il veut. Donc c'est plus un lac de données de renseignements. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on était sur le ponton, quoi. On était très fiers d'arriver avec notre canne à pêche et on va pouvoir pêcher dedans. Aujourd'hui, cette même collaboration est vue, justement, une fois que Donald Trump arrive et autres, comme une affreuse dépendance. Comment va-t-on faire pour s'en sevrer? Est-ce que l'intérêt du monde du renseignement, et que je le disais tout à l'heure, un temps très long, donc vous avez aussi des résiliences face à ces moments-là qui sont intéressants. Ensuite, globalement, ces questions de dépendance sont aussi à voir sur quel domaine. Par exemple, la DGSI a un contrat avec Palantir, cette fameuse société de traitement de données américaine, qui hérisse le poil beaucoup. La DGSI a passé ce contrat en 2016 à la suite des attentats, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était encore au XXe siècle dans son traitement des données antiterroristes et autres, et que si on voulait voir ce qui se passe, il fallait un moment un peu d'algorithme pour pouvoir donner du sens à des éléments qui n'en avaient pas humainement. C'est un choix cornélien à ce moment-là, c'est de dire on fait rentrer une technologie américaine au sein du service de renseignement français. En même temps, à l'époque, il n'y a aucune solution française qui existe. C'est toujours le cas. C'est-à-dire que malgré 10 ans d'investissement... Pas de solution européenne non plus. Ni de solution européenne, non. On était en avance dans notre retard. Donc, spécialité française. Voilà. Donc on était on était un peu, on avait cette conscience-là, tout en n'ayant pas ni les moyens, ni le push politique pour le faire. Mais ensuite, est-ce que c'est la vraie question, c'est si vous avez cet outil branché sur
un domaine qui est l'antiterrorisme. Est-ce que c'est grave si les États-Unis peuvent savoir ce que vous cherchez sur l'antiterrorisme? Dans le fond, vous regardez la même chose, vous regardez les mêmes réseaux, vous regardez les mêmes. Donc, c'est aussi dans le renseignement, il ne faut pas faire une généralité il ne faut pas collaborer nulle part. Ça dépend du domaine. Collaborer avec la Russie en matière de contre-espionnage, ça n'a pas de sens. Collaborer avec la Russie sur des filières tchétchènes a du sens. Donc c'est aussi la matière qui détermine est-ce que politiquement ou pas c'est opportun de collaborer avec tel ou tel service étranger. En l'occurrence, sur l'antiterrorisme, vous avez plus de 150 pays dans le monde, dans le fond, peu importe la nature du régime, qui ont les mêmes enjeux que vous en cas pour essayer d'enrayer des attentats djihadistes. Donc vous êtes quand même plutôt raccord. Donc voilà. Ceci dit, après vous avez globalement en France quand même on parle d'héritage gaulliste, mais qui est plus nuancé que ça, mais qui a toujours eu effectivement une volonté d'avoir notamment à la DGSE le plus de systèmes nationaux souverains possible. Et qui n'est pas qu'une question d'indépendance opérationnelle, qui est aussi une question de pouvoir mieux négocier avec les États-Unis quand ils ont besoin de vous. Nous, par exemple, sur l'Afrique, alors on est très fiers de nos capacités analytiques, notre empreinte coloniale localement, mais c'est aussi tout bêtement que les câbles sous-marins qui relient l'Afrique à l'Internet mondial passent par la France. Ça, c'est pas une question des super africanistes, c'est que vous avez le pot de miel qui arrive à Marseille. Donc globalement, vous pouvez vous brancher dessus, et les Américains ont très très envie de se brancher dessus. Donc ça, c'est par exemple des leviers où vous n'êtes pas dépendant. Vous êtes, pour le coup, vous pouvez faire des rodomontades et apparaître sur ce domaine-là entre égaux. Pardon de passer pour revenir tout à fait sur ce qui concerne l'extérieur, mais sur l'intérieur. Quand il est venu à Paris il y a quelques semaines pour présenter son superbe ouvrage sur le juge Falcone, Giuseppe Falcone, Roberto Saviano, dans une conversation privée ensuite, a dit, avec une certaine forme de désespoir, si tant est que le désespoir convienne à son caractère, en tout cas avec beaucoup de regrets et de tristesse, vous comprenez rien. Vous ne vous intéressez pas à ce qui se passe à l'intérieur de votre pays, vous ne comprenez rien à l'importance de ces histoires de drogue, de filières de la drogue, de capacité de ces filières à intervenir dans l'ensemble des secteurs économiques, politiques, etc., etc. Et il vous arrivera ce que il est arrivé autour du juge Falcone. Il ne parlait pas seulement, évidemment, de l'assassinat de tous ces magistrats les uns après les autres, mais de l'emprise de la mafia sur la société. En matière de sécurité intérieure, où en sommes-nous ? Mais c'est une très bonne remarque. On viendra sur l'Allemagne après, parce que je pense que c'est un des gros enjeux. Mais aujourd'hui, justement, ça a été quelque chose qui a longtemps été effectivement, dans l'État traité comme du droit commun. Le narcotrafic... et qui était un peu laissé en jachère, qui a mis du temps entre le moment, où des interlocuteurs dans les services de renseignement ont commencé à se dire, notamment des liens entre le djihadisme et le narcotrafic, des liens même des États, les rogue states, des États un peu voyous, commençaient à servir de certains réseaux établis par le narcotrafic aussi pour avoir des impacts en France et tout. Ça a mis du temps à percoler au sommet, en fait, du bas vers le haut. Mais aujourd'hui, il y a eu la loi, justement, sur le narco-terrorisme et autres, qui a été poussée dans les 2 dernières années. Il y a la création du parquet dédié et autres. Il y a vraiment une prise de conscience qu'en fait, effectivement, c'est pas qu'une question de drogue, mais c'est d'abord une question de pouvoir et de prise de contrôle de territoires entiers. On pense forcément à la Corse, mais dans le sud-est de la France, et qui est montée. Donc c'est un sujet sur lequel les services de renseignement intérieur sont aujourd'hui super mobilisés, puisqu'on voit qu'en fait, par la question narco, il y a, parce que je le disais, il y a une
question djihadiste qui peut être greffée dessus, il y a une question d'État voyou qui peut être greffée dessus, et il y a une vraie question qui souvent paye politiquement, donc ça permet de débloquer beaucoup de blocages administratifs, une question de blanchiment et de fraude fiscale. Donc en fait, et si vous regardez les derniers dossiers et les prochains dossiers qui vont sortir en matière de narco, seront toujours accompagnés maintenant de procédures pour blanchiment, et c'est par là que vous pourrez lutter, mais ça rejoint, j'allais dire un peu, vous savez, l'année dernière, on a eu une grande campagne contre l'entrisme musulman, enfin des frères musulmans et autres. Ça rejoint des problématiques où effectivement, vous voyez que les narcos arrivent à la couche des élus, quoi, aujourd'hui, et que d'équister ça, c'est là où Roberto Celano a raison, c'est une fois que ça touche les élus, le problème, c'est que vous touchez à la légitimité démocratique des acteurs. Donc vous avez des gens, même si ça sait que c'est des narcos, si les gens votent pour eux, c'est un peu comme les agents russes, si vous pouvez savoir qu'un candidat à la présidentielle est financé par la Russie, si les gens votent quand même pour lui. Donc vous êtes effectivement au narco aujourd'hui dans certains territoires entiers, vous êtes à la frontière des élus, donc ça devient, c'est le moment effectivement de s'en saisir. Mais je peux vous confirmer que c'est aujourd'hui dans le top 2 des priorités des services intérieurs. Alors, je vous rends à l'Allemagne. Et du coup, comme vous êtes rendu à l'Allemagne, pourriez-vous aussi nous parler du Mossad et du logiciel Pegasus? Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi que nous réalisions, nous, comme pays dit développé, qu'il y a aussi des acteurs entrants dans le monde du renseignement et qui peuvent être assez bons parce que de toute façon, il y a des collaborations qu'on n'a pas prévues. Le Mossad n'est pas un acteur entrant du renseignement. Je parlais du Maroc. Ah, par le Maroc. Ouais. Ah non, ça, c'est une grande puissance d'espionnage, Israël, bien sûr. Que dire Pegasus, moi, c'est intéressant parce que je pense que le premier article qu'on a dû faire sur Pegasus date de 2013-2014. Ah oui. Que c'était un non-sujet dans le sens où on savait même quels États utilisaient Pegasus en Afrique, on savait quels États utilisaient dans l'Asie du Sud-Est, et c'est devenu un sujet, mais c'est marrant, comme on disait dès le début de l'émission, c'est devenu un sujet politique bien après, une fois que ces frictions géopolitiques sont revenues à l'agenda des politiques et donc des médias internationaux. Ça permet effectivement de voir que c'est un peu ce qu'on disait aussi sur l'Azerbaïdjan, c'est des acteurs qu'on estimait tiers, en fait, à peu de frais, parce que, encore une fois, même Pegasus, la licence coûte pas très cher au regard d'un État. Donc à peu de frais, vous pouvez acquérir des technologies qui sont à l'état de l'art mondial. C'est pour ça que c'est toujours dans ce système asymétrique global permet effectivement ça. Après, vous avez aussi au Maroc, beaucoup de centraliens, donc c'était pas non plus du sur-étagère, parce que les coopérations israélo-marocaines marchent parce qu'aussi le Maroc a de la matière grise à mettre sur des technologies de renseignement. Aujourd'hui, le Maroc est un très bon acteur et sans doute même l'un des meilleurs acteurs typiquement sur l'Afrique francophone. Ah oui. Si vous regardez, pour prendre un exemple connu et public, la dernière libération d'un officier français retenu, de la DGSE retenu en Afrique, c'était par la médiation marocaine. Les Marocains ont beaucoup d'accès et de leviers qui pouvaient être ceux de la France il y a encore quelques années. Donc oui, aujourd'hui, vous avez un acteur, alors on ne dirait pas un acteur de classe mondiale, mais un très gros acteur régional, le Maroc. Israël, on le voit dans la guerre en Iran, c'est-à-dire qu'ils sont presque ils se repéraient mieux à Téhéran que dans la banlieue de Tel Aviv. Enfin, quand vous êtes là, il y a tellement d'embouteillages, vous ne savez plus où vous êtes. Mais là, en gros, donc ça, c'est impressionnant. Après, ce qu'il faut bien voir avec Israël, c'est que ce sont de très loin les meilleurs sur des sujets très particuliers qui vont être la prolifération nucléaire, qui vont être l'Iran, le Moyen-Orient. Sortis de ces zones-là, il n'y a pas d'effort particulier de l'État. L'autre chose, et je pense que ça, faut que les gens se le mettent dans la tête, même nos auditeurs et auditrices, c'est pas une question de classement des services, en fait, en réalité, qui est le meilleur et autres. Souvent, ce qu'on va estimer être un service puissant est en fait relié à quelque chose qu'on oublie, qui est sa couverture politique. Le Mossad peut faire les beepers, c'est pas technique, c'est une très belle opération de renseignement. Mais il peut même la revendiquer et tout. Son gouvernement le soutiendra. Donc, je vous rappelle que s'il y a un bateau qui coule, le gouvernement lâche les services. Donc, un service de renseignement est puissant aussi
ou est perçu comme puissant par ses pairs et dans les communautés stratégiques. Parce qu'en fait, en réalité, le gouvernement, même s'il y a une erreur, parce que le Mossad fait quand même aussi pas mal de boulettes, mais le gouvernement ne désavoue pas. C'est rare les démocraties, si vous voulez, où l'opération la plus audacieuse va être soutenue par le gouvernement et non pas si ça foire, quand même, il faudra préparer vos valises. Il y a une désinhibition, non pas des services, mais du gouvernement par rapport à l'utilisation des services de renseignement. Je pense que c'est très lié aussi à la manière dont ces opérations sont décidées, puisqu'elles sont décidées en cabinet où il y a et les chefs du renseignement et les responsables politiques élus. Donc c'est dans cette réunion-là, vous avez la fusion qui sans doute nous manque, nous, pour cranter ces opérations-là. Aux États-Unis, vous avez les Hateful Eight, quand des opérations de renseignement les plus audacieuses sont proposées par le président à la CIA, vous avez très souvent, c'est le président du Sénat, le président de la Chambre, plus les chefs des majorités et minorités parlementaires qui sont convoqués dans une réunion secrète où les services de renseignement leur disent voilà ce qu'on compte faire. Et ça vous fait une résilience, c'est qu'après, vous pouvez pas dire... vous pouvez dire j'étais contre, mais j'avais pas le droit d'en parler, mais bon, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais vous liez le politique, vous responsabilisez le politique dans son propre emploi des services. Puisqu'en fait, sinon, vous pouvez dire oui, fais-le, puis 2 jours après, ça foire. Non, j'étais pas au courant. Là, vous responsabilisez toutes les chaînes et vous responsabilisez les services qui savent que, du coup, ils seront aussi soutenus. Donc, je trouve qu'en Israël, au-delà des compétences technologiques, des compétences opérationnelles, cette donnée-là d'être toujours soutenue à la fin par son gouvernement vous permet d'imaginer plus de choses, vous permet d'être beaucoup plus audacieux et beaucoup plus rude dans votre approche du renseignement que si vous vous dites à la fin je me ferai lâcher. Il y a une autre démocratie, parce que c'était un peu un cas à part Israël, je trouve, pendant très longtemps là-dessus. Il y a une autre démocratie qui est en train de nous montrer ça tous les jours, c'est les Ukrainiens. Vous pouvez être une démocratie, vous pouvez avoir des comptes à rendre au Parlement, vous pouvez avoir un président sous pression et autres, et faire sauter des pipelines, même à capitaux français et allemands, et quand même, votre gouvernement vous lâche pas. Et donc, ce que l'Ukraine est en train de produire va être très intéressant, parce qu'Israël, par sa singularité même géographique, était un peu différent. Ce que l'Ukraine est en train de montrer à beaucoup de services, même européens, c'est que vous pouvez être une démocratie pleine et entière, et aller dans les guerres de l'ombre irrégulières ou allégales, on va dire, de plein pied, et avec des opérations avec des effets blast. Vous avez fait une furtive allusion à l'opération Rainbow Warrior, qui en matière d'échecs et d'erreurs dramatiques est un exemple assez remarquable, qui est aussi... Enfin, je me demande si après les suites de cette opération Rainbow Warrior, il y a eu ou pas une désinhibition des autorités politiques françaises à l'égard du renseignement, parce que le Rainbow Warrior, ça a été traité par ceux qui l'avaient commandité de la manière que vous venez de décrire. C'est pas moi, on n'est pas au courant, on savait pas, il y a des espions chez nous, c'est pas possible. Moyennant quoi, évidemment, toutes les affaires ont fini par être mises à jour et l'ensemble de ceux qui y avaient trempé ont été ridiculisés et dans certains cas, leur carrière politique s'en est trouvée fortement impactée. Est-ce que du coup, après ce genre, quand on a fait ce genre d'erreur et qu'on a vu que non seulement ça ne protégeait pas, mais ça mettait tout le monde dans une situation difficile, est-ce que on apprend de cette attitude qu'il ne faut plus l'avoir et qu'il faut acquérir justement ce que vous appelez la désinhibition par rapport au renseignement? L'expérience historique montre que non. Puisque on voit toutes les présidences qui se sont suivies, Chirac nous parlait de l'espionnage que comme un nid à emmerdement. Donc non, la conclusion qui en a été tirée, c'est pour ça que aussi le livre, on a pensé à ce livre-là avec Antoine au départ, c'est que Emmanuel Macron est le premier à tirer des problèmes qu'éprouvent les services de renseignement, est le premier à tirer la conclusion qu'il faut les rapprocher de lui. Tous les autres ont pensé l'inverse. Il fallait au contraire multiplier les fusibles le plus possible pour ne pas en être... Donc c'est Macron qui a tiré les leçons du Rainbow Warrior. Enfin... Qu'il n'a pas connu, mais non, oui, mais... Non, c'est moi, plus... j'ai pas connu mais pendant longtemps, oui. Mais c'est aussi que le Rainbow Warrior arrive en fin de cycle de la guerre froide. Donc vous arrivez aussi à un moment où les présidents peuvent s'en détacher puisqu'on est dans les dividendes de la paix. Donc maintenir des
des équipes de barbouzes, je me remets dans la pensée de l'époque, mais servaient à rien. C'était un nid emmerdement. Pourquoi donc vous avez aussi la période vous permet en plus de les tenir à bride relâchée. Emmanuel Macron, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive en 2017, donc c'est d'abord sur l'antiterrorisme, parce qu'on voit bien qu'il y a des guerres de chapelle, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans le système français, donc il y a une volonté de recentraliser à l'Élysée ce coordonnateur national du renseignement devenant coordonnateur national du renseignement et à la lutte antiterroriste. Mais donc ça veut bien dire que c'était d'abord sur l'antiterrorisme, en fait, la pensée du renseignement à ce moment-là. Politique, j'entends. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que c'est effectivement le président de la Startup Nation qui devait ouvrir la France à la mondialisation et finir d'en faire un État justement ouvert et mondialisé, qui fait que en fait, se prend tous les coups de grisou géopolitique qui nous font un peu comme un moteur toussant, qui nous font par l'Ukraine, par le 7 octobre 2023, puis par l'Iran, enfin nous font rentrer de plein pied dans une nouvelle ère qui est au contraire du retour des États. Moi, j'ai pardon. Non, deux questions, deux personnes. La première, sur le président de la République. En dehors de la situation qu'il trouve quand il arrive, est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour vous, éclaire les raisons pour lesquelles il est devenu si intéressé, si actif dans ce domaine du renseignement? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est vous, qu'est-ce qui vous a amené à choisir? Vous nous rappeliez tout à l'heure que quand vous avez choisi comme journaliste encore avec du placenta dans les narines, quand vous avez choisi Intelligence Online, vos camarades d'école vous regardaient avec commisération et incompréhension. Qu'est-ce qui vous avait, à l'époque, fait? Vous n'avez pas hésité, vous n'êtes pas allé là parce qu'on vous a placé là en stage et puis que vous vous êtes plus. C'est donc... Alors, pour répondre à la deuxième en premier, non, moi en fait c'est surtout que j'étais passionné par le monde arabe. J'étais d'abord Liban, Syrie, Libye et autres. Et si vous voulez comprendre cette région et que vous ne comprenez pas comment marchent les services de renseignement des autres régions, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. On parlait de région tiers, mais c'est pareil. C'est-à-dire vous êtes obligé de monter en compétence sur tous les acteurs extérieurs au Moyen-Orient pour comprendre comment marche le Moyen-Orient. Donc c'est d'abord par effectivement le monde arabe, notamment le Golfe, que je me suis pris de passion pour à la fois les espions et pour les enjeux des services de renseignement, qui soient justement thématiques, mais aussi technologiques et politiques. Voilà. Et pour répondre à la première question, je sais que c'est rare, mais je suis un journaliste qui aime pas les explications psychologisantes et qui n'aime pas faire des longs portraits en pointillés impressionnistes de la pensée des grands hommes. Mais il faut quand même faire du profilage pour le coup pour trouver une raison politique. Moi, je pense que si vous sortez purement du renseignement, enfin des services de renseignement, mais vous appliquez une logique de renseignement à l'individu et à cette politique, il y a quand même des choses qui sont très permanentes et frappantes, que ce soit comment il entre en scène, j'allais dire, dans les réseaux parisiens, puis dans la banque d'affaires. Je pense qu'il y a un domaine où la bonne information au bon moment, vous comprenez la valeur qu'elle peut avoir. Et dans la banque d'affaires, c'est une valeur pécuniaire, mais vous comprenez très vite que le fait de savoir avant tout le monde que l'offre de tel oligarque pour acheter le monde ne plaît pas à tel autre acteur, ça vous permet d'embrayer très vite et autres. Donc vous avez, je pense, une conscience de l'information stratégique et de la valeur intrinsèque qu'elle peut avoir. Et vous avez, je pense en parallèle, parce que vous êtes au départ un outsider qui est arrivé dans ce monde parisien, où vous avez compris aussi la valeur des réseaux, la valeur d'entretenir des sources d'informations, en fait, autant de capteurs chaque dîner en ville. Vous comprenez aussi, vous avez une appétence pour moi je trouve les opérations commando. Si vous regardez, je trouve En Marche, c'est une opération commando. Vous partez avec un petit groupe d'acteurs déterminés, une avant-garde, et vous saisissez du pouvoir. Donc vous avez aussi, ça veut dire que vous avez compris aussi l'intérêt de l'étanchéité de l'information. Vous avez compris l'intérêt d'une information qui fuite au bon moment pour heurter l'adversaire ou pour justement faire un écran de fumée quand vous dites que vous allez à droite tout en allant à gauche. Sans parler de sphère politique, mais
Donc je pense qu'il y a au départ une appétence forte. Il y a une compréhension forte de l'information stratégique qui se transmet dans une appétence des gens qui la font. Et c'est vrai que ce qu'on voit, nous, ce qu'on apprend assez vite quand il est élu, c'est que vous avez des anciens des forces spéciales autour de lui, qu'il adore être avec eux. Il va très vite sur les centres d'entraînement des unités secrètes françaises pour aller tirer au fusil. Il y a un vrai... alors les contempteurs, ils verront un truc sans doute masculiniste, mais il y a un vrai truc aussi de fascination de ce truc de petits groupes de gens musclés, et je pense que je m'arrêterai après, mais un petit groupe dont les effets sont majeurs, qui peut avoir des effets majeurs sur le cours du monde, tout en ayant un tout petit nombre. Marc-Olivier Badis. Mais vous montrez aussi dans votre livre, à propos d'Emmanuel Macron, il y a l'antiterrorisme, évidemment, qui est en haut de l'agenda, mais il y a un intérêt particulier aussi pour le renseignement économique. Peut-être parce qu'il a été, comme vous avez dit, je n'avais pas fait le rapprochement, ça me semble assez judicieux, banquier d'affaires, ministre de l'économie, et donc il a vu certainement sur certains dossiers à quel point le renseignement économique, aujourd'hui, était une arme stratégique généralisée. Oui, complètement. Moi, je me souviens même sous le mandat de François Hollande, on avait beaucoup travaillé sur l'affaire Airbus, qui était donc les procédures anticorruption lancées d'abord par la justice britannique puis américaine contre l'avionneur européen, qui était vu dans les cercles les plus sécuritaires comme une odieuse attaque globalement de la communauté américaine du renseignement pour piller tous les secrets du fleuron européen ou autre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais à ce moment-là, en tout cas, je sais que je me souviens des gens chez Airbus voulaient en parler à l'État français, essayer de faire comprendre. Le seul qui était intéressé par le dossier, l'un des très rares, en tout cas l'Élysée, c'était ils ont fait de la corruption, ils se débrouillent. Au début, je veux dire, du dossier avant que ça se politise. C'est vrai que Santo Mendes, le patron d'Airbus, était reçu par Macron pour en parler. Ce qui était... c'était justement aussi par sans doute son extraversion à la mondialisation et autres, on voyait aussi sans doute très tôt le fait que ce qu'on appelle, qui est un peu à la mode valise aujourd'hui, mais le lawfare. Donc là, les guerres par le droit, donc faire de l'anticorruption sur des compagnies étrangères pour essayer de récupérer leurs données internes ou autres. C'est sans doute effectivement c'est lui, autour de lui, quelques conseillers qui avaient vu ça très tôt aussi. Ça c'est vrai sur Huawei. Sur Huawei, c'est lui qui, à Bercy, fait les premières cellules un peu interservices pour essayer de voir qu'est-ce que fait vraiment le géant chinois dans nos réseaux télécoms. Donc oui, vous avez... mais qui vient effectivement de sans doute d'un prisme économique de départ, qui fait aussi que vous voyez très vite... soit le truc pas logique dans un deal. Mais non, mais c'est vrai, d'ailleurs, vous dites, c'est marrant, il y a une autre logique qu'une pure logique de rentabilité économique. Donc vous pouvez, chez Huawei ou autre, vous pouvez voir vite s'il y a un loup. Lucille Schmitt. Oui, dans le livre, il y a un chapitre très intéressant sur, au fond, quelle pourrait être la déontologie ou l'éthique d'un service de renseignement. Et c'est à ce moment-là que vous évoquez, Philippe en parlait tout à l'heure, cette dénomination qui n'est pas fondée en droit d'écoterrorisme. Et vous montrez qu'il peut y avoir... Alors vous disiez bien que le politique et le renseignement doivent être liés et qu'en démocratie, notamment, le fait que le politique soutienne le renseignement, ça permet d'être imaginatif, etc. Mais dans votre chapitre, au fond, vous montrez aussi comment... le politique ne doit pas instrumentaliser le renseignement pour, au fond, lui faire dire des choses qui sont au départ, qui sont déjà prévues au départ. C'est-à-dire, grosso modo, tiens, je vais utiliser le service de renseignement pour remplir une dénomination qui n'existe pas en droit. Et donc ça, je trouve ça très intéressant et j'aimerais que vous nous en disiez un mot parce que, au fond, il y a un équilibre sécurité et liberté à garder en démocratie, mais ça ne signifie pas l'impuissance du renseignement. Mais en revanche, instrumentaliser le renseignement pour remplir une catégorie qui, au fond, n'existe pas en droit, c'est une manière de dévoyer le renseignement. Donc j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, c'est aujourd'hui c'est l'un des... Enfin, c'est un vieux... C'est un vrai, débat. Oui. Un vieux problème du cycle du renseignement. C'est-à-dire, pour faire une bonne collecte, il faut quand même être piloté politiquement pour savoir quoi aller chercher. Et en même temps, il faut pouvoir dire aux politiques l'honnêteté de l'analyse de ce qu'on a collecté, mais de manière honnête, qui lui, du coup, vous repilote en fonction de ce que vous avez trouvé autre. Là, ce qu'on a vu effectivement au moment de l'écoterrorisme, c'est que les services du ministre de la Justice de l'époque ont demandé
au ministère de l'Intérieur, de l'époque, qui est aujourd'hui la justice, on demandait effectivement de trouver des éléments qui permettaient de nourrir l'idée qui avait été déjà lancée dans le débat public. Donc vous vous retrouvez dans une catégorie, dans un process complètement à l'envers. Et nous, effectivement, les gens qui nous en parlent sont les opérateurs qui sont, pour le coup, c'est là où on parlait d'éthique et autres, qui sont très très mal à l'aise pour répondre à la demande, puisqu'on se dit mais ça n'existe pas dans nos critères même d'emploi des techniques de renseignement. C'est mal fichu dès le départ, et faut qu'on aille nourrir faut plus nourrir une idée que parce qu'on la voit sur le terrain même. La question qui a été demandée était vraiment de trouver des écoterroristes, non pas de dire est-ce que l'écoterrorisme existe. donc les gens et c'est pour ça que c'est intéressant. La loi de 2015 prévoit des remontées d'alerte internes dans les services, prévoit un fort contrôle via une commission au nom toujours plus barbare de CNCTR, donc qui contrôle les techniques de renseignement. Vous avez la délégation parlementaire au renseignement qui a été aussi renforcée et tout, pour essayer de calmer par moment dans les fièvres politiques du moment, des envies qui effectivement là on sent que l'État arrive lui-même en interne, mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient aussi des services eux-mêmes. Ils sont pas toujours des va-t-en-guerre contre. C'est-à-dire que c'est les opérateurs en interne qui se sont dit mais on est sur la ligne. On est sur la ligne de la politisation du renseignement, c'est-à-dire que vous répondez à un besoin politique et non pas à un impératif sécuritaire. Ça a été petit à petit en plus débunké une fois que la fièvre politique... On sait tous comment ça se passe, quoi. La fièvre politique passe et en fait le truc n'existe plus. Mais à un moment, oui, les gens se disaient mais pourquoi... c'est des ados, des demandes de branchement sur des ados qui s'allongent sur le périph'. On les met dans la même case. Et ce que je trouve intéressant dans ce cadre-là, c'est qu'on a demandé ça aux mêmes gens qui ont fait du djihad, de la lutte contre le djihadisme. Donc, si vous voulez, on parlait de la génération, ce qu'on a appelé dans les services la génération Charlie. Tous ces gens qui ont été engagés à partir de 2015, happés par l'envie de république et autres. Vous demandez à ces gens-là après d'aller brancher leurs petits frères et petites sœurs qui ils sont éco-anxieux et qui font un peu n'importe quoi à des moments. Oui, certes, mais vous utilisez le même terme, terrorisme, pour les deux. Donc, il y a eu un truc, je pense, qui s'est brisé à ce moment-là, qui a évité que les services rentrent à 200 à l'heure dans cette logique-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, du coup, la CNCTR a fini par accepter, notamment à Sainte-Soline, des branchements sur écoute des plus violents, je sais pas ce qu'ils ont très bien d'écolo, mais du Black Bloc ou autre. Et notamment, parce que la loi prévoit aussi que vous pouvez brancher des mouvements politiques violents. Ce qui est déjà plus un sujet en France, de brancher des gens d'extrême droite. Si vous regardez là, ce qui est très drôle ces derniers jours-là, dans la presse américaine de la côte Est, ce qui est très intéressant, c'est que là, on vous dit le département de la sécurité intérieure va pouvoir écouter des gens d'extrême gauche aux États-Unis. Vous vous rendez compte, c'est le fascisme. Et tu regardes ça avec les lois françaises, tu te dis donc c'est assez marrant de voir que dans chaque pays, les critères de chacun pour se dire à quel moment il y a une politisation excessive et qu'on arrive dans un pouvoir proto-fasciste. Petite dernière question. Est-ce que vous recevez à Intelligence Online le même nombre, est-ce que vous percevez le même intérêt que celui auquel Lucile et vous-même tout à l'heure faisaient allusion pour les métiers de l'espionnage, c'est-à-dire des candidatures en nombre? Est-ce qu'il y a autant de jeunes journalistes qui veulent devenir journalistes de l'intelligence online? Ah oui, non, c'est quand vous mettez une œuvre, vous avez plusieurs... Aujourd'hui, oui, il y a plusieurs centaines de candidats. On sent que l'époque est porteuse. Et puis, on a une publication contracyclique. Plus le monde va mal, plus les gens veulent savoir ce qui se passe. Donc oui, ça va plutôt bien. On peut acheter des actions de l'intelligence. Eh bien, c'est sûr, ça regret. Donc, je rappelle qu'avec Antoine Isambard, vous avez publié... Non, on n'aura finalement pas parlé d'Allemagne. Eh bien, vous reviendrez. Avec grand plaisir. Vous avez publié Les espions
du président en 2025. Toutes les références sont sur notre site et seront dans le compendium de cette conversation. Conversation qui a été préparée avec Jade Mention et qui a été enregistrée par Flavien Cagnard pour le studio Arrière-Boutique, tandis que ces nouvelles écoutées Julien Deville qui produisent le nouvel Esprit public. Rendez-vous la semaine prochaine.